Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, un mois. Il aura fallu quasiment un mois pour le marché, un petit mois de retard donc, pour le marché, pour nous valider ce dont on avait parlé, c'est-à-dire un point bas sur l'obligataire qui nous permet de jouer le fait que le marché valide le ralentissement économique et donc valide la baisse des taux. Tout ça, ça a été corroboré par Powell qui nous a rien appris de neuf, mais le marché a décidé d'acheter tout simplement, on va dire, la confirmation du discours et le fait également qu'on va vendre un petit peu moins d'obligations US sur les prochaines semaines. Mais ça, voilà, c'est indéniablement le point principal qu'il faut retenir, c'est ça y est, le marché change un petit peu, je vous l'ai dit, change un petit peu de narratif et on joue ralentissement. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce ralentissement, c'est que on valide bien ça sur le pétrole, mais il y a, si vous voulez, deux étapes à cela. C'est d'une part, c'est-à-dire, on baisse globalement, on arrête de monter les taux au niveau des banques centrales, on valide un léger ralentissement sur l'économie, et ça c'est validé, corroboré par les résultats des entreprises qu'on a sacrifiés sur le totem pendant ce dernier mois. Mais surtout, ce qui est important, c'est de bien comprendre, si vous voulez, qu'on est un petit peu dans l'œil du cyclone, hein. C'est ce dont on avait parlé dans l'hypothèse de travail, c'était de se dire, à un moment donné, si vous voulez, le marché va applaudir des deux mains parce que on arrête de monter les taux et on pense donc que on va les baisser assez rapidement. Mais le pendant de cela, c'est si le ralentissement économique commence à s'accélérer, on va commencer à avoir peur de la récession. Et si les banques centrales ne baissent pas leurs taux ou les baissent pas suffisamment vite au goût du marché, c'est ça, si vous voulez, qui fera la prochaine peur un petit peu sur les marchés. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'on vient, sur cette dernière année, on vient de quasiment, on a monté les taux de manière très rapide, mais je le répète, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est seulement ces derniers mois avec la baisse de l'inflation qu'on est vraiment dans des conditions financières restrictives. Avant, même si les taux montaient, l'inflation était supérieure au taux, donc on restait en taux réel négatif. Dorénavant, on est en taux réel positif. Donc là, le marché, si vous voulez, il applaudit sur le fait qu'on fait baisser les taux. Et si on valide bien le ralentissement économique, l'inflation va poursuivre sa décrue, ce qui fait que dorénavant, la Fed était en retard sur l'inflation, mais la Fed sera potentiellement, les banques centrales seront potentiellement également en retard sur la baisse de l'inflation. C'est-à-dire qu'ils risquent, et le point qui fera peur au marché, c'est qu'ils risquent tout simplement de ne pas réagir suffisamment vite et de ne pas baisser les taux assez vite. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, c'est un narratif qui a besoin de se construire et ça sera potentiellement le prochain point, c'est-à-dire que ça sera le point où on verra l'obligataire monter alors que les actions ne monteront pas comme actuellement. Donc là, on joue en premier lieu la détente, c'est-à-dire que le monde post-Covid, finalement, on se dit, va être pas mal comme le monde d'avant Covid, c'est-à-dire que les banques centrales sont nos copines, les banques centrales arrêtent de monter les taux, on est dans une économie qui certes ralentit mais reste quand même résiliente. Donc je joue un petit peu le meilleur des mondes possible sur le fait que j'ai des taux réels qui sont positifs mais pas énormes. Et donc j'ai encore beaucoup de cash, etc. Et on voit la vitesse avec laquelle les fonds reviennent sur le marché. Ce dont on avait parlé, hein, je vous avais dit, on rentre vraiment dans un marché de traders. Donc en fait, il faut accepter la volatilité. Et il faut accepter en fait qu'on est dans des configurations qui sont très larges. Donc on peut être très volatile à l'intérieur sans pour autant rien changer. Et c'est exactement ce qui se passe cette semaine. Cette semaine, évidemment, vient totalement en choc par rapport aux semaines précédentes. Les semaines précédentes où tout le monde avait peur du crack, c'était la fin, etc. Paf, on remet un coup d'un seul, si vous voulez, on joue pleinement avec les émotions de tout le monde, on rend tout le monde bipolaire, mais en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on prend suffisamment de recul, et on va le voir sur les indices, on a des grosses réactions, des réactions volatiles, mais on n'est pas plus avancé que ça, et ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je répète depuis longtemps, c'est qu'on reste dans des tendances haussières de fond. Donc il faut accepter, si vous voulez, que vous allez avoir des mouvements de rebond et des mouvements de reprise haussière. On n'est pas dans une tendance baissière. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'à chaque fois, dans une tendance haussière, que vous allez arriver sur des niveaux un petit peu importants, on va retrouver des acheteurs. Et ces acheteurs
peuvent finir en dépassant un certain niveau de résistance par convaincre ceux qui étaient restés un petit peu plus cash, un petit peu plus prudents et qui derrière se mettent à avoir le FOMO. Et là, typiquement, cette dernière journée avec la stat du chômage qui sort, on part en mode FOMO, c'est-à-dire tout le monde essaye de récupérer un petit peu une part de ce rebond pour pas finir la semaine frustré. Donc ça, c'est pour moi les éléments qui sont essentiels. Mais en soi, rien n'a changé. Rien n'a changé sur notre hypothèse de travail. On continue d'être sur les mêmes éléments. Et typiquement, on le voit, on est en train de construire les étapes une à une. Et donc pour moi, ça sera potentiellement pour le premier trimestre 2024, mais on le voit, les résultats des sociétés sont en train de baisser. Ce que le marché va devoir anticiper maintenant, c'est du coup, et faire la part des choses entre oui, mes taux vont baisser, mais il ne faut pas forcément que je m'en réjouisse, parce que ça veut dire que plus mes taux baissent, mes taux longs, hein, plus ça veut dire que mon économie ralentit. Et potentiellement, si mon économie ralentit plus fort que ce que j'ai anticipé maintenant, c'est-à-dire que je vais sur de la récession ou du hard landing, derrière, je me mets à douter que mes banques centrales réagissent en baissant les taux suffisamment fort. Donc dans un premier temps, j'achète parce que j'ai confiance que mes banques centrales vont baisser les taux et que je vais revenir en mode whatever it takes qu'on avait connu pendant le Covid, avant même le Covid. Donc on arrête le quantitative tightening, on fera du quantitative easing, etc. pour rebooster l'économie, ce que vous voulez. Mais le seul point donc qui peut faire peur au marché à un moment donné où on changera le narratif, c'est pour moi le fait que les banques centrales seront moins réactives par rapport à la vitesse de dégradation de l'économie. Et ça sera le seul point qui fera perdre confiance au marché. Donc voilà, pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais typiquement, ça fait partie des points où on va surveiller les statistiques économiques quand elles vont sortir, parce que là, elles commencent un petit peu à dégrader, on voit, mais c'est toujours très résilient, hein, c'est pas bien méchant. C'est pour ça que c'est alignement des planètes pour le marché qui se dit, eh ben, je, je, je vois une politique accommodante, si vous voulez, parce que mon économie baisse un petit peu, mais reste très résiliente, et mes banques centrales arrêtent de monter les taux. Donc, je repasse un petit peu en mode accommodant. Mais on voit, la réalité peut pas mal changer, je pense, d'ici 1 ou 2 mois. Donc, c'est ça, pour moi, que j'observe, et c'est comme ça que je verrai le début d'année, globalement, 2024. Mais il va falloir maintenant regarder les graphiques pour sonder cela au fur et à mesure et donc construire le prochain narratif. Donc quand on est au niveau de nos taux, on voit le 10 ans américain donc, qui a fortement rebondi. Donc en fait, on voit cet effet de soulagement et on a rebondi pas n'importe où hein, sur les supports, etc. Donc on a fini par casser ici. Mais on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Ok, donc c'est ça qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est que ce petit mouvement-là de volatilité, c'est aussi au prorata de la baisse. De la même façon que vous avez énormément de valeurs qui ont gagné 10, 15, 20, 30%, c'est au prorata aussi des tartes qu'elles se faisaient, des pralines qu'elles se sont prises là, à moins 50, moins 70, moins 80% ce dernier mois. Donc ça aussi, il faut savoir bien jauger, si vous voulez, que même sur des rebonds de 15, 20, 30%, ça ne change absolument rien au schmilblick. Beaucoup de valeurs restent dans des tendances baissières. C'est juste qu'on fait le premier rebond technique qui est toujours le plus volatile au prorata de la baisse que l'on a connue. Et maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, c'est comment tout ce petit monde va consolider. Est-ce qu'on va le faire des consolidations qui sont réduites, ce qui validerait la force acheteuse, ou est-ce qu'on va faire des consolidations profondes, ce qui validerait en fait qu'on a juste vécu un mouvement technique, mais qui ne change pas grand-chose et qui aura du mal à construire un bottom globalement dans des tendances qui demeurent baissières pour la majorité des titres. Donc ça, typiquement, c'est ça qui pour moi qui va être important. Et sur les taux, c'est globalement la même chose, c'est que pour l'instant c'est un rebond technique, on ne peut pas parler de retournement, on a besoin de le construire. Donc soit il faut qu'on continue un petit peu le FOMO pour aller chercher l'oblique ici et on consolidera plus tard, soit on va déjà consolider ici, on va créer les congestions. Et ça, voilà, on va rentrer à nouveau dans une période où on va s'observer et en fonction de ce que le marché valide, si vous voulez, ben, il validera que petit à petit on construit le narratif de «Oh mon Dieu, j'ai peur que finalement mon ralentissement s'accélère, devienne une récession et que mes banques centrales éventuellement ne suivent pas». Et ce qui fera la différence, si vous voulez, c'est justement cette confiance dans les banques centrales. Tant que mon économie ralentit plus fortement que prévu, mais que dans le discours des banques centrales, j'entends que on va s'adapter et baisser les taux très rapidement, et en gros paniquer au niveau des banques centrales, mon marché action continuera à se maintenir et à continuer à faire du zigzag bien volatile. À partir du moment où le marché va douter que les banques centrales
vont potentiellement mettre les œillères en disant: «Oui, l'économie ralentit, mais bon, il faut encore attendre parce que l'inflation descend, mais pas suffisamment, donc on va pas baisser les taux». Bref, on commence à avoir peur que les banques centrales restent trop passives. Ça pourra faire mal au marché. Mais je me répète et donc on arrive. Donc pour moi, on rentre maintenant dans un marché, si vous voulez, où ça va être le plus intéressant, ça va être d'observer comment on va digérer cette hausse de cette semaine. C'est ça, pour moi, qui sera le plus important et qui va nous en apprendre le plus sur le scénario que va vouloir jouer le marché. Même chose sur le pétrole, vous voyez, si on arrive à faire céder les 84 $, 83 $, on validera ce ralentissement, mais c'est pas non plus, le krach, la récession, la dépression économique, ce que vous voulez. Vous voyez bien que on va quand même rester au-dessus des niveaux, de support importants. Pour moi, au-dessus des 70 $. Tant qu'on va rester au-dessus des 70 à 75 $, il n'y a pas non plus un marché qui nous indique par la baisse du pétrole, que l'économie va s'effondrer. Donc là aussi, il faut procéder par étapes et là aussi, ça nous amène très certainement au 1er trimestre 2024 avant de pouvoir réellement trancher. Donc là, ralentissement ne veut pas dire, dépression économique non plus. Ce qu'on regarde, c'est le CAC Mid and Small. Donc là, vous voyez, vous avez un rebond qui est très puissant, ce qui se fait sur la base du support. On voit qu'on a éventuellement toujours du potentiel. Donc là, c'est toujours pareil, on ne va pas jouer aux devinettes. On suit le mouvement, si vous voulez. À un moment donné, il faudra qu'on consolide le mouvement. Alors, soit après être allé chercher les 12 900 points, soit tout de suite, et on va aller les chercher avec une deuxième étape, éventuellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez, c'est aussi fort le rebond soit-il, 700 points jusqu'à 1000 points éventuellement, il aura besoin de construire avant qu'on puisse, et que casser par le haut, avant qu'on puisse parler de retournement haussier. C'est trop tôt aujourd'hui, c'est du rebond au prorata de la baisse que vous avez connue. Donc ça se fait de manière violente, de manière volatile, comme on l'a dit, mais il ne faut pas se faire avoir, je dirais, par la force des mouvements. Si vous prenez le recul nécessaire, vous voyez que ça ne change rien au schmilblick pour l'instant. Il y a encore tout à faire pour le moyen long termiste, il n'y a pas de décision. Quand on va regarder le CAC 40, on a repassé les 7000 points, 6900, 7000 points, c'était le niveau pivot pour moi, et donc là on s'est ouvert la zone des 7100, et pour l'instant on ne l'a pas franchi. Si on franchit, on ira chercher 7002 éventuellement, mais même chose là aussi. Ce qu'il faut considérer, si vous voulez, c'est que vous êtes toujours dans la tendance haussière, donc chaque coup de benne baissière a une possibilité de trouver des acheteurs qui vont jouer le rebond. Mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est est-ce que les acheteurs sont dans la capacité de tenir ensuite les anciennes résistances qui deviennent support. Donc là, 6950, 7000 points dorénavant. Est-ce qu'on va avoir la force de tenir ça, de congestionner et de casser par le haut? Et là, on commencera à parler relance de la tendance haussière, retournement à nouveau. Mais pour l'instant, on est toujours dans l'élément correctif, on est toujours dans l'élément de neutralisation. C'est le yo-yo, la neutralisation, c'est la volatilité. Donc c'est exactement ce dont on parle depuis cet été, que c'est le risque du marché, c'est pas finalement de monter ou de baisser, c'est de devenir volatile. Et volatile dans une plage large, et on est typiquement pour moi toujours là-dedans. Donc même avec les dernières séances, même avec cette semaine-là, on est toujours là-dedans, et donc j'ai besoin de plus de chandeliers, de plus d'évolution pour commencer à me dire est-ce que le marché m'indique qu'il est en train de changer de discours et il va me jouer une sous-vague ou non, il me valide que il a fait un rebond au prorata, mais pour l'instant, ça ne change rien dans la dynamique dans laquelle il est actuellement. Et pour ça, pour le moment, c'est ce que je dirais. Donc là, on est revenu au-dessus des supports, ah, au-dessus des 7000 points à court terme, et ou sinon, bon, à moyen terme, on a bien validé le niveau des 6008, en gros, à tenir. Sinon, on ira chercher 6006 et on continuera le jeu de yo-yo. Mais pour l'instant, on en est là. Donc pour moi, pour un moyen long termiste, si vous voulez, il n'y a pas de signal. On est sur du court terme. Typiquement, on est encore là-dessus. L'euro-dollar, du coup, ce qui est intéressant, c'était ce que je vous avais dit, si l'euro arrive à rebondir, à reprendre la force sur le dollar, il faut partir en effet risk-on. Risk-on, valeur européenne également, puis valeur émergente, pourquoi pas. Mais maintenant, c'est un premier mouvement, mais c'est pas le mouvement. Donc on se retrouve dans la même idée, si vous voulez, c'est que pour l'instant, c'est du rebond au prorata de la baisse qu'on a connue. Si on veut réellement que le marché retrouve des couleurs à plus moyen terme, retrouve des forces et qu'on puisse reparler de relance haussière et de potentiellement surpondérer les valeurs européennes, surpondérer peut-être même aussi l'Asie. Si les Chinois viennent à discuter avec Biden en novembre, on sait qu'il y a
On sait qu'il y a un petit rendez-vous qui est prévu, donc il faudra voir est-ce qu'on lisse un petit peu le contour de table ou pas. Mais c'est ce qu'on veut voir, si vous voulez, c'est un dépassement des 1,08. Un dépassement des 1,08, 1,09, c'est ce qui me validerait le fait que je peux jouer la détente à plus moyen terme. Ce qui fera dire à beaucoup de gens, c'est le rallye, c'est le rallye boursier de fin d'année. Alors, méfiez-vous toujours de ça, ça arrive pas tous les ans non plus. Il y a toujours une exception qui confirme la règle. On peut se regarder un petit coup de S&P 500 également. Là aussi, on voit, enfin, le rebond est énorme, si vous voulez. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort que ça. Je m'attendais à de la volatilité, mais pas aussi fort que ça. Mais on ne change pas encore, on change pas encore la donne. Donc là, on commence à faire une petite méchotte, c'est normal, avant le week-end, etc. Et puis après une telle hausse, il y en a bien qui vont prendre quelques profits. Mais ce qui va devenir le plus intéressant, c'est que donc on a ce support ici qui avait claqué, on l'a repris. Ça, on a toujours en résistance. Et donc, vous voyez, on est toujours dans cette phase de neutralisation et on est revenu se mettre dans un range. C'est très neutre. C'est entre 4100, en gros, 4150, 4002 et une zone qu'on mettra entre 4004. Il n'y a pas de décision. Ça va continuer d'être très neutre et donc il me faut des chandeliers supplémentaires pour me dire, ok, ce mouvement-là, est-ce qu'il veut dire quelque chose à plus moyen terme ou c'était juste quelque part un rattrapage? Moi, j'aurais envie qu'il veuille dire quelque chose à moyen terme, mais pour l'instant, je ne sais pas le dire. Je peux avoir une opinion personnelle, etc. Mais d'un point de vue purement graphique, il va falloir patienter. Et on va retrouver la même chose sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui avait cassé ce petit support, là, bon, je l'avais viré, mais ce support oblique. Donc pour moi, ça va être important de le conserver. Hein. On va avoir les moyennes mobiles 200 qui vont venir dessus, etc. Donc cette zone aux alentours des 14 300 points. Mais la zone de résistance, vous voyez, n'est toujours pas cassée. 15 150, 15 300. Donc oui, c'est volatile, c'est vorace, etc. Mais ça n'a rien changé. Je suis toujours dans une tendance haussière de fond, dans une neutralisation de moyen terme. Et donc à court terme, j'ai un gros rebond, mais voilà, éventuellement il va falloir que je le consolide. Et c'est là que les acheteurs vont prouver leur force, c'est quand on va consolider leur capacité de tenir les supports. Si je recrache tous les supports et je les avale, pour moi, ça veut dire qu'on continue la neutralisation et que globalement, on reste dans ces figures qui sont très larges. Et il faut continuer de jouer en mode prendre ce qu'il y a à prendre et de jouer en mode trader. Et pour moi, on est en plein là-dedans. Et d'ailleurs, pour moi, c'est prise de profit à ce soir. Et on attendra de voir les prochaines séances. Dans une gestion du risque, hein, dans une gestion, on va dire, moindre risque, c'est l'idée à ce soir. Et ensuite, évidemment, si on pense que les taux vont finir par baisser et compagnie, eh ben, on se dit que on est toujours bien endetté et compagnie, donc pour l'instant, on continue de valider sur l'or. Alors ça valide beaucoup plus sur les minières que sur l'or en tant que tel. Donc là aussi, on patine un petit peu, mais c'est toujours haussier. Pour moi, je mets le support au niveau des 1950 $. Tant qu'on va rester au-dessus de ça, on va rester positif. Et au niveau de l'argent, on a la même idée, sauf que là, il faut également toujours breaker. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que le marché réalise d'un côté, oui, on baisse les taux, mais après, il se fait, ouais, hop, attends. Mais à un moment donné, si vous voulez, le risque finalement, c'est que même si les taux baissent, mais que mon inflation baisse, et que mon inflation baisse au même rythme ou de manière plus importante, je reste en taux réel positif. Donc j'ai pas d'intérêt, si vous voulez, à acheter des trucs qui n'ont pas de rendement. Si ce n'est si j'ai une peur que la dette des US ne sera pas remboursée et compagnie. Mais là, voilà, on rentre à nouveau dans des grosses discussions pour moi, où on retombe toujours sur le même truc, c'est que j'ai une dette en dollars et j'imprime des dollars. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, je ne peux pas faire faillite. Le seul truc qui peut faire peur, c'est à un moment donné que je ne trouve pas d'acheteurs. Mais à ce moment-là, si on trouve plus d'acheteurs qui sont essentiellement aujourd'hui d'autres pays que la Chine et compagnie ou historiquement. Et ben on compense aujourd'hui par tout ce qui va être des fonds de pension et compagnie qui achètent de l'obligataire, des pays comme la France, l'Allemagne qui en achètent plus également pour compenser. Et le jour où ils compensent plus, et ben, les banques US et la Fed arrêteront leur quantitative tightening, c'est-à-dire que eux, ils vendent, et ils repasseront en quantitative easing, c'est-à-dire qu'ils se remettront à acheter de l'obligataire pour éviter au taux long terme de continuer de monter sur des craintes qu'on n'arrive pas à vendre les obligues. Donc voilà, là aussi,
je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur la capacité d'intervention des banques centrales sur ce point précis-là. Je pense pas, après tout ce qu'on a fait, si vous voulez, qu'on va se tirer une balle à devenir subitement, laxiste et retomber dans des travers que pouvaient avoir les banques centrales il y a encore, 30 ou 40 ans. Donc à partir de ce moment-là, voilà, ça, c'est ce qui est important, si vous voulez, pour l'or et l'argent, pour vraiment donner un coup de boost. Si vous pensez vraiment qu'on doit donner un coup de boost long terme, c'est en gros qu'on repasse dans le monde d'avant, hein, que le Covid, on se dise que ça n'a absolument rien changé. À la limite, ça a accéléré quelques tendances qui étaient déjà là, le digital et compagnie. Mais on va revenir à de la croissance molle qui sera soutenue par les banques centrales en mode japonisation. Et si jamais les taux longs, parce que c'est toujours la même chose, les mecs qui paniquent sur «Oh mon Dieu, les taux longs, donc les taux de marché, peuvent continuer de monter parce que ben, on a peur sur la dette des US, etc.», bah, ils la limiteront. Ils diront bah, les taux longs, c'est à 4% et terminé, et c'est fixe. Et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, et puis ça a déjà été fait post-Seconde Guerre mondiale, et le Japon vient juste d'en sortir. Donc si vous voulez, il suffit, si vous voulez savoir un petit peu quelles sont les prochaines étapes éventuellement à une prochaine crise et compagnie, il suffit de regarder le Japon et de regarder ce que le Japon fait avec 250% de dette sur PIB. Et c'est tout à fait tenable. Donc pour moi, voilà, c'est au-delà des personnes qui veulent faire vendre la peur, etc., le discours est toujours, on va dire, avec des arguments qui sont très simples, donc très compréhensibles, et donc du coup, compréhensibles par chacun, et donc qui peuvent être diffusés vraiment de manière large, mais c'est faux, ok? Donc à un moment donné, si vous voulez, euh, il y aura un stop, il y aura bien entendu un stop à un moment donné, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il faut sous-estimer, de la même manière que c'était ce que je pensais il y a 3 ans et il y a 10 ans, il ne faut pas sous-estimer les banques centrales qui ont encore largement des cartouches. Moi, j'entends Toiti, Delamarche, etc., depuis 15 ans, nous expliquer que les banques centrales n'ont plus de cartouches. L'ingénierie financière n'a pas de limite. À un moment donné, si vous voulez, ça casse, mais ça peut durer des décennies, ça peut durer encore très très longtemps, si vous voulez. C'est comme la dédollarisation, ces trucs-là, c'est des serpents de mer, si vous voulez, mais c'est des trucs qui peuvent durer tellement longtemps que dans la vie d'un investisseur, si vous jouez ça et vous plantez, ben, vous plantez complètement votre investissement. Donc pour moi, c'est des vagues qui sont trop grandes, qui sont trop longues pour prendre des paris sur ça. Non, on joue les sous-vagues. C'est pour moi ça qui est le plus rentable, et on évite de se faire des nœuds au cerveau comme ça. Allez, on va passer et on va se faire quelques actions. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment puisque tout est bien monté. Donc, on va regarder globalement quelques actions pour démontrer les tendances. Donc, on a les actions qui s'étaient pris une grosse benne. Ces actions qui se sont pris une grosse benne, ça fait du rebond technique à ce stade-là, comme du Hadien, et ça nous construit les figures. Donc là, vous voyez, on a une bonne construction de figures. Donc, on va venir chercher certainement l'oblique. Et puis, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est essayer de tenir en gros cette zone des 675, congestionner et puis casser ça. Et ça permettra de nourrir un rebond un petit peu plus, ce que j'appelle des rebonds plus. C'est toujours à considérer comme des rebonds au prorata de la baisse qu'on a connue, mais du coup, ils sont un petit peu plus supérieurs, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on va jouer. Ce qui va surtout beaucoup m'intéresser, c'est les chinoises. Alors, les chinoises, évidemment, vous avez toujours le risque géopolitique, ça fait partie prépondérante, et donc on va adapter la taille de position là-dessus. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, si le marché décide de jouer tout ce dont on s'est parlé, euh, on va pouvoir jouer à nouveau les chinoises. Pour moi, sur du Alibaba, il faut dépasser au minimum les 89 dollars, mais après, bon, j'ai du JD.com, j'ai du Dada Nexus aussi qui va m'intéresser. Là aussi, hein, c'est toujours des tendances baissières, donc il faut faire attention. C'est pas pour tout le monde, en tout cas, c'est pas pour tout le monde tout de suite, mais ça s'observe. On regarde un petit peu les constructions. Il y a des évolutions en mode trading pour l'instant qui sont intéressantes, mais comme j'ai dit, c'est pas pour tous les profils à ce stade-là. Ce qui est très intéressant également, c'est que le marché, si vous voulez, à un moment donné, va se reconcentrer aussi sur la micro. La micro qui nous annonce bien que les entreprises sont un peu plus en galère euh, par rapport à la macro. Et donc on a Apple qui ne déroge pas à la règle, mais si vous voulez, on encaisse très très bien à ce stade-là. On est toujours dans les figures larges, vous voyez, donc vous pouvez avoir toujours un large yo-yo, mais ça reste de la congestion. Tant que vous ne cassez pas ça par le bas, il n'y a pas une accélération de la baisse en mode correction. Ça peut arriver, mais vous avez le delta. Et à l'intérieur, c'est du trading. ArcelorMittal également, bon, aurais pu faire un AMG. Même idée, si vous voulez. On a touché les 20 euros, on a une grosse réaction qui vient chercher les 22 euros, mais c'est de la dégradation.
Là, on est dans de la tendance bien dégradée, etc. Donc, on a du rebond au prorata de la baisse, mais rien de plus à ce stade-là. Avant d'en faire, comme je le crois, un secteur 2024 à jouer, type rotation sur value et vieux monde, ben, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Donc ça, c'est des rebonds techniques au prorata de la baisse qui sont bienvenus, mais tout reste à faire, tout reste à construire, tout reste à valider. Quand on regarde les semi-conducteurs, et notamment les boîtes comme ASM International, qui sont, on va dire, les plus résilientes, bon, ben, on commence à avoir un petit peu des figures là où, voilà, moi je me dis, si vous voulez, oui, c'est toujours en tendance haussière et compagnie. Là, on vient de recasser la zone des 400 euros, donc tant qu'on va rester au-dessus de cette zone, on va rester positif. Mais quand je prends le recul, je me dis, est-ce que je commence pas à construire des figures de top sur les semi-conducteurs et plus largement sur en plus mes fabricants de machines. Atos, on a beaucoup de spéculation une nouvelle fois, on a OnePoint qui revient comme l'année dernière. Donc à ce stade-là, on a du rebond et compagnie, mais ouais, c'est un marché. Pour moi, ça reste un jouet spéculatif. Donc on continue, si on est sur Atos, on continue de jouer ça en mode trading, c'est parfait si vous voulez. Mais ensuite, à un moment donné ou un autre, on ne sait pas ce qui va se passer. Plan A, plan B, augmentation de capital, pas d'augmentation de capital, c'est très incertain. Donc soit on prend un ticket de loto avec une taille de position raisonnable, soit on patiente si vous voulez. On patiente, une fois que ça sera beaucoup plus clair, peut-être qu'on paiera plus cher, mais c'est même pas sûr. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, surtout, c'est évident. Donc c'est surtout ça. Au niveau de BIC également, donc on a des fortes réactions. Donc de toute manière, c'est ce que je vous dis souvent, si vous voulez jouer des rebonds, il y a fort à parier que ça sera des rebonds qui seront plus faciles à jouer quand vous avez déjà une tendance haussière préalable. Donc là, c'était le cas pour BIC, on avait eu une grosse correction aussi, mais du coup, là aussi, on remonte au prorata. Donc là, bah, tout ça, ça va demander, va falloir laisser reposer la poussière un petit peu, hein. J'aime bien CGG, malheureusement, on a une bonne congestion sur CGG. Ce qui serait intéressant, c'est de dépasser les 71 centimes d'euros. Mais voilà, si on commence à parler ralentissement économique, c'est pas trop positif pour le pétrole. Mais pour autant, CGG, si vous voulez, continue de profiter de la relance des investissements sur le secteur. Alors, c'est pas des investissements monstres, si vous voulez, mais on repart un petit peu. Donc là, je vais faire confiance au graphique. Et tant qu'on ne dépasse pas les 72 centimes d'euros, j'ai pas de signal. Dès qu'on les dépasse, j'ai un signal et je me joue CGG, même si le pétrole baisse un petit peu, on jouera le fait que on joue un petit peu la revalorisation du secteur sur la base de la reprise des investissements. Bon, c'est déjà le cas, mais CGG n'est pas la meilleure qualité, mais voilà, c'est ce qu'on peut jouer éventuellement. Claranova, il va y avoir des résultats, je sais que pas mal de gens suivent celle-là. Bon, c'est la même idée, hein, je pense qu'il peut y avoir toujours des rebonds au prorata et compagnie, mais ce qui va surtout nous importer, c'est un dépassement des 1,60 et surtout, d'un point de vue un peu plus moyen terme, si on veut revoir un retournement plus moyen terme sur la boîte, c'est au minimum repasser les 1,90. Crossject, ça, c'est plus medtech, un peu plus spéculatif. On est venu chercher l'oblique résistance ici, ça se regarde. Si ça break, il peut y avoir un bon signal. Dada, on l'a fait. Dassault, les résultats ont été achetés, il n'y a rien à dire au-dessus des 37 euros. C'est positif. Au niveau de Denison Mines, donc ça c'est toujours positif. On a eu la première correction et on a la relance. Donc là aussi, on a les constructions de figures un petit peu plus larges. Alors c'est pas la meilleure, j'en ai Uranium Energy est beaucoup mieux, mais voilà, je continue à montrer celle-là dans l'idée. Egit, c'est un petit titre, c'est illiquide, etc. Mais voilà, c'est le type de figure en congestion comme ça, en biseau, que j'aime bien. Maintenant, il faut attendre un peu plus de signal, un peu plus de volume, mais ça peut se regarder pour ceux qui aiment bien les petites valeurs. Au niveau de Eramé, même chose, on a des rebonds qui sont assez puissants, on a peut-être encore un petit peu de potentiel, mais voilà, là aussi, tout reste à faire à moyen terme avant de rejouer les minières, la value et le vieux monde. On valide des supports, c'est déjà pas mal, ça nous servira de repère pour plus tard, mais à moyen terme, il y a encore énormément de boulot hein, avant de commencer à parler retournement. Donc voilà, bien faire la part des choses, si vous voulez, sur ces rebonds puissants qui bah, ne changent pas non plus le public. Au niveau de SO, on continue de consolider pour l'instant. Je passe assez rapidement. GTT, c'est la même chose, c'est toujours positif. Tiens, Harmony Gold, donc tout ce qui est minière, or, etc., c'est toujours positif, hein. On avait fait une petite conso ici, paf, on relance. Donc là aussi, bon, ça se jouera à ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt. Tout ce qui était immobilier, qui s'est fait défoncer et compagnie, on s'était dit
Il y a quelques semaines de ça, j'avais pris en exemple Unibail. J'avais dit, si vous prenez Unibail, qui est une foncière qui n'est pas la plus qualitative des foncières, hein, Gecina par exemple était mieux, je l'avais montré aussi, était déjà dans une configuration plus appréciable. Mais en gros, si vous prenez Unibail, hop, je vais le faire tout de suite, si vous prenez Unibail, on est en train de construire le bottom et compagnie, et en gros, à un moment donné ou à un autre, le marché va vouloir revenir sur les valeurs vertes, revenir sur les foncières et compagnie, parce que on se détendra sur la hausse des taux. Donc là, typiquement, c'est ce qui est en train de se dérouler, on le voit sur Unibail, mais là aussi, il faut pas non plus vendre père et mère, il faut attendre un petit peu si vous voulez, c'est-à-dire que là, il y a un gros mouvement, quasiment 10 euros en ligne droite si vous voulez, et il va falloir le consolider ce mouvement, tenir les anciennes résistances en support, moi j'aime bien ce niveau-là qui est en pivot, alors peut-être qu'on choisira celui-ci d'abord, mais ensuite créer la congestion. Et là, ça va nous intéresser à moyen terme. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est que la bourse anticipe quand même pas mal l'économie, c'est-à-dire que là, vous avez été ici, en gros, pas grand monde parlait de fin 2022, pas grand monde vous parlait de la fin de l'immobilier, etc. Et là, depuis un mois, si vous voulez, c'est tous les papiers qui vous expliquent que le crack immobilier ne fait que commencer. Et ce que je trouve le plus intéressant, voilà, c'est de voir la détente des taux et les rebonds s'effectuer là, et on voit le marché donc qui avait bien anticipé les mouvements correctifs. En plus, Unibail, c'est pas la meilleure lème du tiroir. Mais là, ce qui va le plus m'intéresser maintenant, c'est si on arrive à tenir les supports, ben, on a des congestions de moyen terme qui font qu'on peut avoir des rattrapages sur les foncières. C'est valide aussi pour les rates américaines. Donc l'immobilier, qui est très résilient par ailleurs, hein, à moins que vous soyez dans un pays qui est vraiment en mode, en mode taux variable à gogo, vous avez pour l'instant, ça tient le choc. Et ça tient le choc pourquoi? Parce que j'avais fait des vidéos je sais pas, il y a facilement une année pour parler de la résilience du consommateur, pour dire on entre un petit peu dans ce tunnel de ralentissement économique avec la meilleure santé des entreprises, la meilleure santé des particuliers. Et le fait, si vous voulez, que tout le monde, quasiment tout le monde, a profité du Covid pour prendre des crédits immobiliers à pas cher. Donc le seul truc qui se passe aujourd'hui, c'est que globalement, les seuls qui prennent des crédits immobiliers qui sont à des taux importants, c'est ceux qui n'ont pas le choix. Donc c'est soit si vous voulez, des jeunes trentenaires qui doivent absolument prendre leur maison principale et compagnie, ou des gens qui doivent absolument changer. Mais c'est pas la majorité. La majorité ont acquis des biens avec des prêts à 1%. Et en gros, le seul truc que ça fait, c'est que ça bloque parce on n'a pas envie, même si notre endroit c'est pas tip top ou c'est plus adapté à nous, bah, on n'a pas envie de changer pour ensuite se reprendre un crédit qui va être à 4 ou 5% au lieu des 1. Donc du coup, ça bloque le marché, mais ça ne l'asphyxie pas non plus. Donc vous aurez besoin, on en avait parlé, vous aurez besoin d'une récession forte pendant longtemps en fait, pour mettre les gens dans des situations où d'obligation de vendre. Donc là, c'est la différence entre l'immobilier résidentiel, la raison pour laquelle il est résilient, et ensuite l'immobilier de bureau et commercial. Et vous avez là les différences. Mais en gros, voilà, ça, c'est toujours les mêmes trucs où on tente de se projeter. Si je reviens à mes moutons, donc vous avez tous les promoteurs, les trucs comme Erich, Hexaom, Capelli et compagnie, tout ça, ça s'est fait défoncer évidemment parce que le marché est asphyxié, donc vous n'avez pas le neuf se fait défoncer, on va dire en premier lieu, mais vous avez des rebonds techniques à jouer là-dessus. Mais c'est des rebonds qui vont être techniques au prorata sur des titres qui sont très peu liquides, donc il faut le prendre en considération. C'est compliqué à gérer, mais c'est quelque chose à jouer éventuellement. Mais vous n'êtes pas moins de risque, hein. On est vraiment en anticipation. Sinon, tout ce qui a été luxe a très bien servi à protéger le CAC 40 et on le voit, on encaisse plutôt bien la baisse du pétrole et notamment de Total aujourd'hui. Mais voilà, même chose que sur tout le reste, c'est bien beau, c'est rebond, c'est parfait, c'est génial, ça, on en a bien profité, mais ça ne change rien à mon schmilblick. Si je regarde sur mon luxe, en fait, je me retrouve dans des ranges avec une médiane ici, et je me retrouve dans des ranges très larges. Donc je peux zigzaguer énormément, mais je suis neutre. Donc ça aussi, faut bien le comprendre si vous voulez, parce que là, évidemment, il y a tous les mecs qui ont acheté dans la baisse en mode long terme, DCA, tout ce que vous voulez, qui là vont vous pomper en disant, ben voilà, encore une fois, il fallait acheter la baisse, etc., tout ce que vous voulez. Très bien, mais
Dites-vous bien qu'on est rentré dans un marché qui, pour moi, ne favorise pas le long-termiste, dans le sens où, si on est en mode buy and hold, hein, on va se taper un large yo-yo en attendant d'avoir une prochaine tendance. Donc, je demande encore à voir. C'est ça. Inat Pharma, bon, ça a spéculé un petit peu comme sur tout le reste, mais graphiquement parlant, il n'y a encore pas grand-chose, je dirais, à se mettre sous la dent. LVMH, c'est pareil que sur Hermès, mais vous voyez, Hermès, la qualité est supérieure sur Hermès que sur du LVMH. Le rebond a été bien plus puissant. Là, sur LVMH, oui, on fait du rebond, mais je veux dire, on n'a pas fait un tiers de la baisse encore, même pas. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'on est capable de congestionner dans cette zone-là, tenir l'ancienne résistance des 680, la tenir en support, puis essayer de repartir en dépassant les 720 pour aller chercher 750 et peut-être un retracement un peu plus puissant vers les 770. Ça, c'est ce dont on a besoin si on veut jouer le rallye haussier sur la fin d'année, qui ne changera rien à l'aspect que on est dans des très larges figures de range énormes qui, pour le moyen long termiste, en fait, ne va rien donner, si ce n'est du zigzag. Mais pour le court termiste, si vous voulez, est très, très juteux. Morel et Prom, donc là aussi avec la baisse du pétrole, pour moi, j'ai vendu un petit peu plus tôt, donc on est monté quasiment jusqu'aux 6 euros. Mais voilà, là aussi, on a peut-être besoin un petit peu de souffler, mais ça reste pour moi des bonnes boîtes, hein. C'est des trucs sur lesquels j'aimerais me replacer plus tard. Et ensuite, bon, vous avez eu du rebond sur tout ce qui est Big Ben, Nacon. Pour moi, pareil, c'est du rebond technique au prorata des baisses. Faut rester dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre, et on vend éventuellement sur objectif. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné ou un autre, on va revenir tester un petit peu cette zone des 1,38 à 1,33. C'est ça qu'il faudra tenir. Et là, on commencera un petit peu plus à construire hein, le bottom et le retournement. Mais pour moi, ça va encore ramer. Tout ce qui est solaire également, comme l'immobilier, ça a pas mal profité de la détente sur les taux, mais même idée, Neoen, vous voyez, revient sur son ancien niveau de support qui est résistance, donc ça va demander à souffler, et ce qui va vraiment m'intéresser, c'est voilà, vous le voyez, on arrive sur cette fin d'année, on va construire ce qui va vraiment nous intéresser sur le premier trimestre 2024, soit la capacité de bien congestionner, de repartir pour un tour, en mode, ben ouais, c'est subventionné comme secteur, ben ouais, donc les taux se détendent bien, donc la dette n'est plus un problème et compagnie, et donc ça, pour moi, ça serait favorable au secteur, ou si on recasse par le bas, ça voudrait dire qu'on valide, si vous voulez, que quelque part, il y a soit de la résilience économique, soit une inflation qui certes a bien baissé, mais ne baisse pas beaucoup plus, et on a des banques centrales qui baissent les taux, mais pas tant que ça, et donc nos taux longs, si vous voulez, qui restent hauts pour toutes ces boîtes qui vont se retrouver avec un mur de la dette à refinancer en 2024-2025. Et ça peut refaire peur sur toutes ces boîtes endettées. On a vu qu'on n'avait aucun scrupule à bazarder tout ce qui était même un petit peu endetté, il n'y a même pas encore une semaine. Et là, comme par magie, c'est plus un problème. Donc, bien faire la part des choses, si vous voulez, qu'on n'a rien changé au narratif. Pour moi, on fait le zigzag parce qu'on est en train, on est dans cette phase, si vous voulez, de construction du prochain narratif. Et donc, on oscille entre deux narratifs en attendant, et petit à petit, on va convaincre de plus en plus de gens jusqu'à ce que faire un consensus d'un nouveau narratif, et c'est là vous avez la nouvelle tendance qui est validée. Nvidia également, on était en mode oh mon dieu, on va tous mourir, et puis paf, on fait la mèche basse et on revient dans les cordes. Pour moi, c'est des gros ranges, c'est une tendance haussière. C'est une tendance haussière. Vous avez les 350 dollars ici, là. Je veux dire, il n'y a rien de plus à attendre. Ça peut gesticuler énormément, mais vous n'avez pas de tendance là-dedans. Donc c'est du trading. Si on arrive à s'en sortir par le haut, là, etc., et vous pouvez à la limite relancer la tendance et vous reparler des 600 dollars, je veux bien. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est de l'oscillation. C'est une oscillation énorme. Hein. Pour un trader, c'est génial. Mais pour le moyen long termiste, il perd ses cheveux. Mais à moins d'avoir bien écouté les vidéos et de bien comprendre que voilà, quand on vient de phase haussière exponentielle comme ça, vous avez une phase de digestion qui peut être plus ou moins longue. Osé Immuno, ça c'est spéculatif également, c'est biotech et compagnie, mais vous avez éventuellement un break qui est en train d'avoir lieu, donc il va falloir valider avec l'horizontale, alors il faut la tracer un petit peu plus haute, 4,80 € à peu près, ce qui permettrait de valider certainement un retour sur la zone des 5,30, 5,50, plus affinité. Voilà, et donc en gros, on a la petite figure qui va bien et qui est en train de breaker, ça c'est plutôt propre. PayPal, on n'a pas vendu les résultats de PayPal, bon, il faut dire qu'on les a bien vendus en anticipation,
Mais là, même chose, ça reste une tendance baissière. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité de tenir les supports assez rapidement, créer la congestion et casser par le haut. Et là, petit à petit, on va commencer à se dire qu'on a peut-être vu le bout du tunnel. Rheinmetall, donc tout ce qui est armement, pour l'instant, je laisserai de côté. C'est haussier, mais voilà, je vois pas trop grand potentiel. Ruby, on fait encore des réactions comme on a l'habitude, mais il n'y a pas encore de retournement haussier sur Ruby. Je veux dire, pour moi, voilà, vous avez besoin de deux niveaux. Alors, il y a ce premier niveau des 21,60, mais après, il y a ce gros niveau-là des 23,20 € avant de commencer à se dire, oui, on reconstruit à plus long terme. Sanofi, hein, j'avais dit, je ne sais plus, sur l'Académie ou ailleurs, ok, il y a du rebond technique à jouer, etc. Mais ouais, ça va être compliqué. C'est pas un truc que je vois remonter en flèche. Et pendant ce temps, vous bloquez du capital. Et on le voit cette semaine, bah, c'était important de ne pas bloquer le capital. Sartorius Stedim, vous avez un très bon rebond. Alors je suis un peu frustré sur ça là parce que j'étais vraiment pas loin euh, d'en acheter. Mais j'ai été un petit peu gourmand sur l'épuisette. Mais en gros, Sartorius Stedim, pareil, c'est du rebond au prorata. On revient sur l'ancienne oblique qu'on avait cassé par le bas. Alors passera pas, ça serait une première étape si vous voulez, mais voilà, au moins on a du repère, on a un petit point bas ici, mais il faut s'attendre, on ne peut pas parler de retournement, c'est beaucoup trop tôt, il faut juste se dire qu'on vient des 270 €, on vient d'en regagner 30, mais c'est pas la mer à boire encore, donc je vois beaucoup de gens s'expliquer à c'est redevenu boule, etc., haussier et compagnie, non. Euh, on est au prorata des baisses. Et comme les baisses ont été très importantes, bah, on a des rebonds qui, en apparence, sont très forts, mais en relativité, tout est à faire encore. Donc, on rentre vraiment dans la partie observation. Soitec, même idée si vous voulez. Donc, la réaction est très forte, c'est très bien, mais je demande à voir. Je demande à voir, il faut que je vois la construction, il faut qu'on tienne cette zone de gap ici, qu'on congestionne là et qu'on finisse par casser par le haut. Sinon, pour moi, on fait des rattrapages, oui, mais on ne change pas la dynamique. Stellantis, ça reste une tendance qui est haussière, on voit qu'on avait bien corrigé. D'ailleurs, cette oblique-là, le marché me dit qu'ils s'en fout. Euh, et ce qui va nous intéresser, voilà, c'est beaucoup plus celle-ci. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est que ben, on construit les figures. Alors, il y a plusieurs façons de voir le schmilblick, mais c'est ça qui nous intéresse. C'est bien de comprendre un petit peu la volatilité dans laquelle on est dans les constructions de figures. Mais on reste dans les constructions de figures pour l'instant. Il n'y a pas de tendance qui est donnée. Alors, je parle à moyen terme. ST Microelectronics également, qui se prend des tampons, mais qui fait des rebonds assez puissants, puis qui se reprend un tampon, un autre rebond assez puissant. Bon, ben, c'est chaud, hein. C'est chaud à suivre, ça commence à devenir un petit peu de la bourse compliquée. Mais si vous prenez suffisamment le recul, comme j'essaye de vous apprendre à le faire, ben, vous comprenez, si vous voulez, que on est rentré dans ce type de marché-là. Donc c'est du yo-yo si vous voulez, mais un moyen long-termiste n'a plus grand-chose vraiment à atteindre. Stoneco, ça va commencer à m'intéresser. Donc là aussi, on a du rebond au prorata de la baisse, donc on peut même venir jusqu'au 11,40, ça ne changera pas trop le schmilblick. Mais par contre, c'est la façon dont on va construire, la façon dont on peut réussir à repasser ces niveaux de résistance. Là, c'est ça qui nous donnera le retournement. Mais c'est trop tôt pour le dire. Téléperformance qui va chercher vraiment la capitulation à 97 €, qui remonte en ligne droite, paf, il y a les résultats. Moi, je préfère prendre mes profits, si vous voulez, pas jouer les résultats. Et par contre, ce que je vais jouer à un moment donné, et peut-être que les résultats y aideront, c'est revenir, essayer de taper cette zone des 110 et la valider en support. Parce que si on arrive à valider ça, ben, je peux commencer un petit peu à jouer et à construire ma figure et me dire, tiens, ça c'était ma capitulation, c'est mon point bas, c'est mon repère qui va me permettre de construire mes plans pour commencer à rejouer du téléperformance maintenant que je suis un peu plus clair sur la configuration que je suis peut-être en train de construire. Mais j'ai encore du boulot. J'ai encore du boulot avant de redevenir retournement et compagnie. Tesla, c'est la même idée. Tesla, vous avez un bon rebond, là, vous avez un peu plus de 10% de rebond. C'est du rebond. On a commencé à. Là, on avait congestionné. Là, on valide la dégradation. Et là, pour l'instant, on valide le gap ici. Tant que vous ne refermez pas ce gap, pardon, je ne trace pas très bien, mais que vous n'êtes pas dans la capacité de vous remettre au-dessus des 250 $ et de se remettre en embuscade de cette oblique, bah, c'est un bon rebond, mais c'est léger.
c'est léger, c'est que du rebond au prorata de la baisse, mais qui ne remet rien en cause. OK, c'est vraiment ça qui est important. Total Energy pour moi, on commence à marquer les figures de top, hein, sur le pétrole. Donc, bah, petit à petit, le marché est en train de changer de narratif en mode ralentissement. À un moment donné ou un autre, on reviendra certainement chercher cette zone des 59 euros, mais voilà, c'est pas parce qu'on parle ralentissement que on va défoncer les valeurs pétrolières d'un coup d'un seul. Je pense que ça peut amener de la correction, mais les faire demeurer dans les tendances haussières de fond, grâce à leur valorisation. Euh, mais on verra, on aura l'occasion. Ubisoft, ça se remet en attaque. Alors c'est assez erratique aussi comme titre, mais voilà, il faudrait réussir à dépasser les 29,30 € pour se remettre. Umicore, ça rebondit pas mal. Alors il y avait eu la news la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, qui a été totalement ravalée. Puis là, on tente de lancer, ben, même chose que sur pas mal de titres, en tendance baissière, ben, on construit. On commence à se construire un petit peu les figures donc on zigzague à l'intérieur et ce qui nous intéressera, c'est la capacité donc de pouvoir breaker à un moment donné ici par le haut et là commencer à valider les retournements moyen terme. Voilà, et une e-buy, on l'a fait. Donc voilà, vidéo que j'ai voulu un petit peu plus longue, mais plus pas dans l'aspect où de vous dire il faut acheter ça, il faut vendre ça et compagnie, mais dans l'aspect de bien comprendre un petit peu ce que nous dit le marché, ce que nous invite à faire le marché et comment comprendre le marché. Et donc gommez tout ce que vous pouvez lire, des news, des trucs, des machins, qui vont toujours vous expliquer avec les mêmes raisons pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte, et ils ont utilisé exactement le même prétexte. Donc là, on se sort un petit peu de ça et on voit ce que le marché joue. Et on n'oublie pas, si vous voulez, l'aspect tête de gondole, qui est de se dire, le marché joue les choses en plusieurs étapes, en plusieurs sous-vagues. Et donc c'est ça qui est important de bien comprendre, et le graphique est toujours là de toute manière. Quand vous vous dites, je comprends pas, concentrez-vous sur le graphique, ok? Ça ne sert à rien de se prendre la tête à essayer de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Ici, normalement, vous avez bien l'hypothèse de travail, vous avez bien compris l'hypothèse de travail et on la travaille bien dans ce sens-là. Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre là maintenant, c'est que derrière, quand vous avez l'impression que le marché vous tourne la tête, bah, concentrez-vous sur le graphe. Voilà, j'espère comme d'habitude que ces vidéos vous aident. N'oubliez pas de les liker, de les partager. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos soutiens, etc. Ça fait toujours plaisir et ça me permet voilà, de rester motivé à continuer de vous faire ces vidéos-là et de me dire que même si je me répète, ça sert quand même un petit peu à chacun pour comprendre un petit peu mieux parfois ce côté bipolaire des marchés, mais qui en fait ne l'est pas. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi sur graphseobourse.fr pour les chroniques que je publie quasiment quotidiennement. Salut!